coincés pour prendre la gauche est coincée pour prendre des décisions de gauche vraiment. Parce que si elle le fait, elle tombe. Alors, par exemple, Léviathan, ils ont trouvé une solution. Ça va être un poste de militaire. Ils s'en vont avant Shabbat, les maisons qu'ils ont construites rapidement, et ça devient un poste militaire. Et dans les 3 semaines, après avoir vérifié au niveau du terrain les droits, ils font une yeshiva sur place. Taïf, nous Taïf, hein, comme on dit. Boker Taïv, les Koulam. J'espère que vous n'êtes pas trop dépité par la soirée footballistique de hier. C'était qui le match? Voilà, tu vois, il y a des gens qui ont fait Tachanoun 2 fois ce matin, et il y a des gens qui disent c'était qui le match. Et bien voilà, en fait. Moi je suis franc, hein. C'est ça, toi tu es peut-être un peu suisse sur les bords, c'est pour ça. Non, pas du tout, je suis plutôt israélien. Eh oui. Ezrat Hashem, un jour Israël sera à l'euro et Israël gagnera l'euro. Au basket, on est bon. Au basket, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'a gagné En hier? football, on est nul. Voilà, On n'est pas là au top, on est pas là au top. Mala Sot Rabotai, Bekitsour, tout ceci ne nous empêchera pas de revenir dans notre étude du livre de Oroth, du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, et nous sommes dans la partie Amilchama. Et ça fait déjà 2 semaines qu'on reste sur le premier paragraphe de Amilchama. C'est-à-dire, donc il est temps maintenant de y aller. Ok? Donc, le Rav Kook nous a expliqué que lorsqu'on a une grande guerre, ça amène une évolution du monde qui doit amener dans le sens messianique. C'est-à-dire? Et donc je vais reprendre à la 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Ça veut dire qu'il doit amener dans le sens. Il doit nous précipiter, il va rapprocher. C'est-à-dire que plus une guerre est grande, plus elle dévoile l'avènement messianique. La dimension. Ok? Ve'achakar, 5e ligne. C'est-à-dire 5e ligne de Amilchama, chapitre 1. C'est bon, tu l'as? Page Yud Gimel, Piska Aleph, 5e ligne. Yesh? Yofi. Ve'acharkar. Et donc après la guerre, Ketom Amilchama, à la fin de la guerre, Mitradesh Olam Beruach Chadash. Ve'ragle Mashiach Mitgalim Beyoter. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. Donc c'est ce qu'on résume ce qu'on vient de dire. Plus la guerre a été grande, plus elle dévoile Raglé Mashiach. C'est quoi Raglé Mashiach? Les pieds du Mashiach. Les pas. C'est quoi? Enfin, concrètement. C'est-à-dire que ce sont les processus qui amènent à. C'est-à-dire qu'on ne parle pas encore du bonhomme Monsieur Mashiach, mais on parle de ces traces qui sont en train d'être visibles. C'est-à-dire donc plus la guerre est grande, et plus la tzipia beikveta demshicha, dans les processus qui amènent à l'avènement messianique, sont grands. C'est-à-dire donc, par rapport au contexte dans lequel le Rav Kook écrit, il parle effectivement, on l'a déjà évoqué, de la déclaration Balfour. C'est-à-dire qu'il voit en 1917 que finalement la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a amené de bien? Elle a amené de bien que les Anglais sont en Israël et qu'il y a la déclaration Balfour. Et donc, ça s'appelle Raglé Mashiach. D'accord? Et c'est pas grâce aux Juifs de Londres. Et c'est pas grâce aux Juifs de Londres. Si, c'est grâce à un Juif qui habitait à Londres, le Rav Kook. Et également le juif qui faisait partie du staff de Balfour, qui lui a dit d'aller voir le Rav Kook. Il y a quand même des juifs à Londres qui ont fait du bon boulot. Milchemet Olam Shel Arshav Tzipia Noraa Gedola Ve'amuka Yeshba. Ah oui, une guerre avec cette envergure-là. Le Rav Kook nous dit évidemment qu'il y a un espoir énorme. Un espoir énorme, si tu veux que je te dise. On n'a jamais vu des guerres de cette ampleur-là.
quelle guerre? La deuxième guerre? La première, bah, il n'y a pas encore eu la deuxième. La première. Mais la première guerre mondiale, je veux dire, en termes non seulement de nombre de morts, mais en termes de Ekef. Vous allez me dire, avant ça, on avait eu les guerres napoléoniennes. C'était pas mal, les guerres napoléoniennes. Mais même les guerres napoléoniennes, je veux dire, tu ne peux pas comparer avec la première guerre mondiale. Les guerres de tranchées. Comment, la destruction a été dans ce laps de temps. Il y a eu la guerre de 100 ans. Non, mais la guerre de 100 ans, excuse-moi, enfin, je ne veux pas manquer de respect aux gens qui sont morts dans la guerre de 100 ans, qui étaient en fait pas de 100 ans. Mais, je veux dire, comparé à la Première Guerre mondiale, en termes de nombre de morts, en termes de destruction, en termes de... Je veux dire, tu prends tout le bilan de la guerre de 100 ans, tu n'arrives pas à, j'exagère peut-être, mais à un mois de la Première Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre mondiale, elle a permis de rebattre les cartes. elle a, C'est-à-dire, tout à fait, tout à fait. Il y a des impérialistes qui sont tombés. Exactement. La fin de la Première Guerre mondiale, c'est la fin de l'impérialisme colonial. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dans le fameux texte de notre ami Wilson. Et c'est ce qui va permettre, eh bien, aux nations de se réaffirmer. Donc, également au peuple juif. Ça a l'air, donc évidemment. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est une guerre mondiale. C'est mal à la sorte. Je veux dire, quand tu avais les guerres napoléoniennes, les États-Unis, c'était pas là. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui est évident. Et donc, nous dit le Rav Kook, במלחמה, מלחמת העולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. Alors, Rav Kook, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit non seulement cette guerre, donc, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir l'ampleur énorme qu'il n'y a jamais eu dans une autre guerre. Mais ce qui est fou, c'est qu'il dit, mais en plus, s'il n'y avait eu que la guerre, j'aurais dit, bon, Tzipia, ok, Bezrat Hashem. Mais il dit, évidemment, cette guerre-là, elle intervient au même moment que Ketsa Megoulé. Ah, donc je fais 1 plus 1, En Malaasot, c'est sûr qu'on y est. C'est quoi Ketsa Megoulé? Le quête, c'est la fin. Amégoulé qui sera Dévoilé. Mais c'est quoi? C'est la libération des peuples. Non. À partir de ce moment-là, il y a eu les. T'as raison. Il y a eu les c'est ce qu'on vient de dire. Il y a eu les pays qui ont libéré leur peuple, Nachon. Mais c'est pas ça qui s'appelle dans le judaïsme Ketz Amegoulé. Ketz Amegoulé, c'est quelque chose de particulier. C'est pas une explication ésotérique. Ketz Amegoulé, c'est très concret. Je vais expliquer mon idée. Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu une découverte, il y a eu une libération de tous les pays qui étaient sous l'impérialisme. Tu as raison. Les pays d'Afrique, l'Inde, Israël et compagnie. Alors, c'est un mouvement général qui a permis un dévoilement, un développement. Il y a un derrière qui te dit, mais ça, la décolonisation, elle n'a pas commencé tout de suite. C'est 2 secondes. Rabotai. C'est Nachon que la décolonisation, c'est un processus qui va terminer dans les années 60. Mais c'est vrai que la fin de la Première Guerre mondiale a vu le début. Elle a amorcé la décolonisation. Mais tu as raison totalement. On a parlé de Wilson, tout ça. Nachon. Mais c'est pas ça qui s'appelle dans le judaïsme Ketz Amegoulé. Ketz Amegoulé, c'est Mashou Acher. Et il nous dit le Rav Kook, le fait qu'il y a et ça et Ketz Amegoulé fait que je me dis, c'est bon, c'est maintenant. Mais c'est quoi Ketz Amegoulé? Eh bien, nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin, c'est quoi la meilleure preuve que la Géoula arrive? On aurait pu penser à tout le monde qui met les tefilines dans la rue, on aurait pu penser à des yeshivot qui se lèvent partout. Mais sauf que non. Le Talmud nous dit, c'est quoi? Le rassemblement. C'est Israël. On aurait pu dire Kibbutz Galouyot, mais non. De la Gola. Non plus. Non plus. L'installation américaine. Non plus. La souveraineté. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, regarde bien le texte, il dit le Chol Gilgoulé Azmanim ve'orat Ketz Amegoulé shel ha'itiyashvut. C'est quoi Ketz Amegoulé? Ketz Amegoulé, avant que ce soit la ha'itiyashvut, ou en même temps que ce soit la ha'itiyashvut, Ketz Amegoulé, nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin,
c'est lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits, Be'aïn Yafa. Suite au verset, Arei Israël, Anpechem Titenu, Ve'perichem Tissou, l'ami Israël qui kirvu lavo. Lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits en abondance, En lecha ketz megoulé misé. Elle donnait déjà les fruits avant la guerre. Alors, Il y a eu Depuis quand des gens qui sont venus habiter ici. depuis quand elle commence à donner ses fruits, la terre? Depuis le 18e siècle. Les élèves du Baal Shem Tov. Les gens d'Europe centrale qui sont venus s'installer ici. C'est pas le 18e siècle. C'est pas le 18e siècle. C'est le 19e. 19e. Ah, bah, c'est pas pareil. C'est La terre d'Israël recommence à donner ses fruits, Be'aïn Yafa, à la fin du 19e siècle, à la fin de la Aliyah Rishona. C'est-à-dire que on est aux années 1890. Eh ben voilà, C'est 20 ans avant. C'est rien. C'est-à-dire que, Ketz Megoulé, les fruits commencent à revenir en terre d'Israël de manière incroyable, et dans le même temps, 20 ans plus tard, c'est le même temps, dans le même temps, il y a cette guerre mondiale incroyable. Il nous dit le Rav Kook, une guerre avec une telle envergure, au même moment où le peuple juif réussit à refaire pousser les fruits dans l'abondance dans la terre d'Israël, c'est la preuve que c'est où? C'est maintenant. Ça veut dire? C'est l'assemblage de ces deux choses-là. On est rentré dans la période. Hein? On est rentré dans la période. Il dit, c'est où? C'est Archav. D'accord. Oui. Quels sont ces amégoulés, les révélations, on peut traduire. Oui. Quelle est la plus grande preuve dévoilée que Dieu, il a décidé que c'était la Géoula? C'est lorsque la terre d'Israël, tu vois que avant, tu avais une récolte avec deux oranges, et là, tu as des milliers d'oranges. Ça se voit. C'est quelque chose qui est visible à l'œil. C'est ok? L'Aliyah ne compte pas. Pardon? L'Aliyah. Bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte. C'est grâce à l'Aliyah qui a fait Mais encore une fois, avoir mais attendez, Rabotai, à ce moment-là, l'Aliyah, elle est quand même assez réduite. Soyons encore très honnêtes. Je veux dire, à l'époque de la Première Guerre mondiale, il y a combien de juifs en Il y a Israël? des peniers, ouais. Non, là, t'exagères aussi, toi. En plus. Ah, quand même. La Première Guerre mondiale. Oui, à l'époque de la Première Guerre mondiale, à l'époque de la déclaration Balfour, il y a un peu plus, il y a à peu près 80 000 juifs en Israël. C'est-à-dire, Mais une chose c'est pas beaucoup. Non. que Avant la Shoah, juste une petite seconde, Ouais. c'est en 30 ans, on va passer de entre 60 et 80 000 en fonction des années à 400 000. Donc là, tu vois qu'il y a, Quelque chose qui restait. un retour énorme. Quelle quantité quel pourcentage par rapport avec la première alliance? Ça a doublé le nombre de. Quoi? Il y a Entre quoi et quoi? Entre 1880 et 1910. Ah, entre 1880 et 1910, on parle de 0,3% du peuple juif qui décide de venir en Israël, dans la première année. Et combien il y avait? Donc ça veut dire qu'avant, tu avais à peu près 40 000. Ça a doublé, mais sur des petits chiffres. Et après, on prend des proportions absolument énormes. Oui? Oui, pourquoi il choisit le fait que la terre redonne ses fruits plus que le retour du peuple juif? Parce que ce qui devient un phare dans le monde, c'est Israël, c'est l'État qui Nahon. se Parce C'est que. la bracha. C'est la bracha. Non, mais attendez, c'est une très bonne question, je vais y répondre. Sur sa terre. Attendez, 2 secondes. Et ben voilà. La question est tout à fait légitime. Même que la terre accepte. Pourquoi est-ce qu'il met l'accent sur les fruits et pas sur les gens? Alors d'abord, parce qu'à son époque, il n'y en a pas beaucoup des gens. C'est-à-dire que la Aliyah, elle est quand même extrêmement réduite à ce moment-là. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des gens qui reviennent, mais c'est quand même extrêmement minoritaire. C'est À ça. l'époque du Rav Kook, à l'époque de la Première Guerre mondiale, on a passé la première, la deuxième et la troisième Aliyah, mais c'est pas encore la folie. Même si c'est, bon, Hachem, beaucoup plus que pendant 2000 ans, c'est pas encore la folie. Mais c'est tout simplement parce que Kibbutz Galouyot, Zélo, un signe de la Géoula. Zé à Géoula. Donc il ne peut pas te dire Kibbutz Galouyot, c'est le signe de. Là, on te parle dans Ketz Megoulé, c'est quel est le signe qui annonce que ça y est, ça arrive. Eh bien, donc le signe qui annonce que ça y est, ça arrive, c'est avant le moment où c'est là. Donc le signe qui annonce que ça arrive, d'après le Talmud, c'est la terre d'Israël qui redonne ses fruits. C'est ça qui est annonciateur que la terre est prête à recevoir ses enfants.
Donc ça va dans ce sens-là. D'abord, la terre d'Israël, tout d'un coup, tu plantes une graine, il y en a 100 qui sortent, alors que pendant 2000 ans, tu as planté 100 graines, il y en avait une qui est sortie. Donc là, la terre, elle te montre qu'elle est prête à recevoir ses fruits. Machal lema davar domé, nous dit le Midrash, que tu veux recevoir un horaire kavod, tu veux recevoir un invité prestigieux. D'abord, tu fais la chambre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut recevoir son peuple. D'abord, il prépare le terrain. Et donc, d'abord, il fait refleurir la terre. Comme ça, l'âme Israël, il peut rentrer et il est accueilli comme il se doit. C'est ça, donc c'est pour ça que ça va dans ce Ça a sens-là. été maudite la terre. Hein. Et là Il faut préciser que pendant des siècles et des siècles, C'est ce que je dis. Israël est parti. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Pendant alors j'exagère quand je dis 2000 ans, mais pendant 1700 ans, c'est ce que je viens de dire. Quand pendant 1700 ans, tu semais 100 graines, tu avais peut-être un fruit qui poussait. C'est-à-dire que c'était un désert, c'était aride. Tous les voyageurs qui sont venus en Israël, tous, hein, qu'ils soient juifs ou non juifs, ont le même constat. Il n'y a rien qui pousse sur cette terre. C'est-à-dire, alors que là, tout d'un coup, à la fin du 19e, tu as des juifs qui arrivent, ils commencent à semer, et ça marche. C'est-à-dire, C'est une forme de protection de la terre. bien sûr, c'est une bénédiction en fait. Toi, tu disais, excusez-moi, messieurs, dames, messieurs, tu disais que c'était une malédiction que la terre était maudite. Aderaba, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous. Ben évidemment, que la terre ne donnait pas de fruits pendant 2000 ans. Parce qu'aucun peuple n'a réussi à s'y implanter, ça ne marchait pas. Il a fait, pour eux c'était une malédiction. C'est-à-dire que la terre, elle a reconnu aussi. Exactement. La terre, elle a reconnu sa famille. Nahon, exactement. Oui, mais tout ça, les premiers qui sont venus, Oui. finalement, c'est à la suite de beaucoup de pogroms. C'est-à-dire que du mal est sorti quelque chose de bien. Finalement. Et oui, tu as raison, mais j'ai envie de dire que tu n'as pas raison. Alors où je suis Parce que tu as raison, évidemment, qu'il y a eu les pogroms en Europe de l'Est, qu'il y a eu Soufot Ban Negev, qu'il y a eu plein de choses comme ça. pas le seul, mais- Et que, non, c'est pas le seul, évidemment. Et que ça a amené des gens comme le Rav Shmuel Moa l'hiver à aller voir le baron de Rothschild, bien sûr. Mais n'oublions pas que le premier village agricole qui marque le début de la résurrection juive en Israël n'est pas lancé par le baron de Rothschild, n'est pas lancé par les pogroms, mais est lancé par un juif de Jérusalem. Un juif de Jérusalem qui est né à Jérusalem et qui a d'abord commencé à créer un quartier à l'extérieur des murailles sous on va dire la motivation de Montefiore qui avait commencé à construire Yamin Moshe et Mishkenot Sha'ananim. Il y a un homme avec 4 copains qui vont acheter des terrains à l'extérieur des murailles. Il s'appelle Rabbi Yoel Moshe Salomon. Et on a une rue à Jérusalem, Salomon, Yoel Moshe Salomon, à Nachalat Shiva, dans le centre-ville. Voilà pourquoi est-ce que cette rue porte son nom? Parce que c'est lui qui l'a acheté. Parce que c'est lui qui a tout fait. Hop là. Voilà. Et donc Rabbi Yoel Moshe Salomon, après avoir construit Nachalat Shiva, c'est aussi lui qui va construire Mea Shearim. C'est-à-dire, mais à un moment donné, il se dit, on est en 1872, donc on est avant ce qu'on dit être la première alia, en 1882. Rabbi Yoel Moshe Salomon, il va acheter un terrain. Où? Alors au début, il va acheter un terrain à Jéricho. À Jéricho. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réaliser le verset des prophètes qui nous dit que on va partir de Emek Achor, le Petah Tikva. Emek Achor, c'est Emek Jéricho. Donc il dit, il veut acheter là-bas, mais ça ne marche pas. Et avec les Arabes, ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, ça ne marche pas. Donc où est-ce qu'il va acheter le terrain? Eh bien, il va acheter un terrain qui deviendra un jour Petah Tikva. Il achète le terrain de Petah Tikva. Tout le monde se moque de lui. Ça, c'est parce que c'est pas possible que ça marche. D'ailleurs, juste avant de signer le bail, ils se disent quand même on va faire venir un expert des maladies en Israël pour voir si c'est faisable de faire ici. Et voilà, il y a la malaria, il y a la kadachat,
Donc ils font venir un expert, le docteur. Je ne me rappelle plus. Ça finit en I. Docteur, quelque chose qui finit en I. Je ne me rappelle plus exactement. Et il vient et il dit il n'y a pas photo. Pendant des heures et des heures, il regarde le paysage et il dit j'ai cherché un signe pour que ça puisse marcher et il n'y a pas. C'est quoi? Vous entendez? Et les mecs ils disent voilà, ils disent non, on n'entend rien. Moi, j'entends beaucoup. Il dit il n'y a pas d'oiseau. Il y a Maupassant, c'est Maupassant qui est venu en Israël en Ouais, 1860. Maupassant. Aussi. Et il a dit que c'est une terre aride. Bien sûr. Il n'a Il y a rien qui- aucun- Mais il y a Mark Twain qui est venu, Chateaubriand qui est venu, laisse tomber. Je cherchais le Mais nom. Kitsour, donc lui il dit il n'y a pas d'oiseau. S'il n'y a pas d'oiseau, c'est que c'est une terre de mort. Eh oui. Eh ouais, c'est- Donc ça ne marchera pas, je suis vraiment désolé, vous avez acheté un terrain, bon vous avez peut-être perdu beaucoup d'argent, mais ça ne sert à rien de faire venir des gens ici, ça ne marchera pas. Et bah, c'est un constat qui est basé sur la science. Mais Rabbi Yoel Moshe Salomon et ses amis, ils sont basés sur la Emouna. Et donc ils disent, bon ça ne marchera pas, mais ça marchera. Et ils décident de le faire. Les oiseaux suivent. Et les oiseaux vont revenir. Et aujourd'hui, Petar Tikva, c'est 250 000 habitants. C'est le centre du pays. C'est un malasot. Ok? Donc, ça marche. Donc, c'est ça qu'on appelle Ketzam Megoulé. Nous dit le Rav Kook, il y a et la guerre et Ketzam Megoulé. Il est, c'est Archav, c'est Matril. Bedea Gedola. Bigvura Atsuma. C'est Gam Dea Vegam Gvura. Mais c'est Dea. Dea. La connaissance. non? La connaissance, c'est-à-dire que tu es passé par Chokhmah, par Bina et par Da'at. C'est-à-dire, tu as non seulement intégré un contenu, tu as vérifié ce qui était à garder et ce qui n'était pas à garder, maintenant ça fait partie de toi. En toute connaissance de quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu as intégré la fin de l'exil. D'accord? Bedea Gedola ou Bigvura Atsuma, refaire des villes et des cités alors que c'est pas possible, c'est Gvura Atsuma. ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בעיר, צריכים לקבל את התוכן הנשוא של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. זהו, בעיון. אה? ובראיון. וברעיון ברעיון. בעיר. בעיר. Une réflexion claire. Pourquoi est-ce que le Rav Kook est obligé de donner plein de Précision de détail. de précisions de détails sur comment il faut réfléchir? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait très bien comment sont les autres rabbins, penseurs, qui vont réfléchir de manière comme ça. Je te dis, finalement, après la Première Guerre mondiale, le plus facile, c'est de dire non, c'est surtout pas le moment de venir ici. Il y a un chamboulement politique dans le monde. C'est pas le moment d'essayer de faire quelque chose. Viens, on attend que ça se calme. Et on verra. Ou alors, oui, c'est vrai que les Anglais, ils ont conquis. Mais les Anglais, ils ont beaucoup plus d'intérêt économique avec les Arabes qu'avec les Juifs. Donc ça ne marchera pas. Viens, on se calme. Oui, il y a eu une victoire énorme de l'Angleterre et donc du bien. Donc c'est peut-être le moment où enfin les pogroms vont cesser en Europe. Donc on peut rester. Toujours le. Donc le Rav Kook est obligé de te dire, il faut que tu aies une Dea Gdola sur la fin de l'exil. Gvura Atsuma. C'est ce qui manque aujourd'hui aux Juifs qui sont assimilés. Ah ben ceux qui restent en exil, ils n'ont pas ça. Mais tu comprends qu'il a fallu d'abord une grande Dea, qu'on accepte l'idée que l'exil est terminé. 2, il faut une Gvura énorme pour des mecs qui ont passé leur vie dans un Beth Midrash à aller se retrousser les manches, à aller commencer à prendre des pelles et construire des maisons et des pays et tout ça. Marécage, il a raison. Non, mais évidemment, évidemment. Rabbi Yoel Moshe Salomon, je le cite, mais Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'est un rabbin à la base. Il n'a jamais fait des études d'agronomie ou quoi que ce soit. Tu comprends que les mecs qui ont commencé, c'est des mecs qui avaient besoin d'une gvoura énorme. Je te parle même pas de la malaria et de toutes les maladies. Père Salomon est né d'Angleterre aussi. Pas du tout. Il est né en Eretz Israël. Ah, il est né ici. Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'est le petit-fils de Reb Shlomo Zalman Tzoref, un des élèves du Gaon de Vilna qui a reconstruit la Chourva. Ah. C'est-à-dire donc, il te dit, Tzarek Dea Gdola, Tzarek Gvura La Atsuma. première fois. Hein? La première fois, il a reconstruit. Parce Oui, qu'il y a eu après- la guerre,
après qu'elle ait été détruite par les Arabes On les a. après la mort de Rabbi Yehuda Achassid. La première reconstruction. Beigayon amok vechoder. Il faut une réflexion profonde. Et, Il n'y a pas, excusez-moi, oui, comme je dis le texte, il y a quelque chose qui n'est pas. Parce qu'on a vu il y a 2 minutes, celui qui a acheté le terrain à Tikva, on l'a déconseillé d'acheter le droit, il a quand même acheté avec la Imouna et ça a marché. Ici on dit Dera Gdola. Alors où est la Imouna? Si on doit tenir compte du contexte de l'époque, de toutes les. Et le Rav Kook, c'est le Rav Kook. bien fait. Très bonne question. Différence, réponse, entre Rabbi Yoel Moshe Salomon. Agave, entre parenthèses, si déjà on l'a cité, c'est lui, Rabbi Yoel Moshe Salomon, qui fait venir le Rav Kook en Eretz Israël. Ok? Parce qu'à un moment donné, il a été envoyé en Chutz Laaretz pour récupérer de l'argent, et il a vécu chez le Rav Kook pendant quelques semaines, quelques mois même. Donc il a pu apprendre à le connaître, machin, et quand il est revenu en Israël, il a dit c'est lui qu'il faut faire venir pour être le rabbin d'Eretz Israël. Donc la différence, c'est que le Rav Kook la parle après la Première Guerre mondiale. Se sont donc écoulés plus de 40 ans. Et qu'est-ce qui a changé dans le paysage en Eretz Israël? D'abord, il y a le double de juifs qui sont arrivés, et au-delà de ça, Rabbi Yoel Moshe Salomon qui crée Petar Tikva, et c'est la première fois qu'on crée quelque chose. Depuis, il y a eu Rishon LeZion, Zichron Yaakov, Binyamina, Pardes Rana, Kfar Pines, Mikveh Israël. Ça marche! Ça, donc maintenant, le Rav Kook qui te dit, Tzaddik Agdola, que tu comprennes, que tu intègres, que non seulement c'est plus seulement un acte de foi, comme on dit, mais ça marche. C'est-à-dire, donc, yalla, ferme la basta là-bas et viens. Ok? Donc il dit, Vetzarir, Gayon Amok Vechoder, Betchukat Emet. Vas-y, Tchukat Emet. Torah Emet. La Torah, elle est ici. Il dit, j'ai vu une question qui a été posée, je ne sais pas si elle est récente ou pas, je n'ai pas vu la date, mais je suis dans un forum de Rabbani, mais Stam, quelqu'un qui a posé une question sur Sheela, sur le site sheela.com, ou org, je ne sais pas quoi. Hein? Non, je crois que c'est comment il s'appelle, le Rav qui gère ça. Il y a plein de rabbinim qui gèrent Sheela. Il y a plein de rabbinim qui répondent dans C'est Sheela. pas Lombroso, c'est pas Lombroso. Non, du tout. Il y a plusieurs rabbinim qui. Non. Sheela, ça a 40 ans. C'est très vieux. Mais il y a plein de rabbinim aujourd'hui qui répondent dans Sheela. Et Bekitsour, il y avait une question. Voilà, j'ai fait un voyage touristique en Norvège et je voulais savoir par rapport à Shabbat et à l'horaire de Shabbat, il fait jamais nuit. Comment on fait quand on est au-delà du cercle polaire? C'est quand Shabbat? Il fait jamais nuit. C'est-à-dire, et donc le Rav David Zenou, il a répondu, et il a amené plein de déot ilchatiyot, et il a dit voilà, il y a plusieurs avis, il y a un avis qui dit que c'est en fait le même jour, halachiquement ça reste le même jour que le jour où tu es arrivé, il y en a qui disent donc tu fais pas Shabbat, il y en a qui disent non, tu dois compter depuis que tu es arrivé 6 fois 24 heures, et après c'est Shabbat, il y en a qui disent non, tu te fies sur l'endroit duquel tu es parti. Et de là, l'autre question qui est arrivée juste derrière, c'est et si jamais je vais dans l'espace, je fais quand Shabbat? Par rapport à Israël. Ça, Il y a plein de questions. et finalement, après avoir donné tous les avis à l'Afrique, le Rav Zenou a répondu et dit et donc vous avez compris que la Torah n'a pas été donnée pour qu'on la réalise en Norvège, ni dans le cercle polaire, ni dans l'espace. La Torah, elle est faite pour être Israël. Attends, on sait. Tu te poses des questions. Tu fais quand dans le cercle polaire? T'as pas à être dans le cercle polaire. Vous n'avez pas chaud? Tu n'as rien à faire là-bas. Bah. Non mais, tu veux aller faire un petit tour en Norvège, vas-y le mardi. Ah, mais pourquoi tu t'excites? C'est-à-dire, Bekitso, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, Betchukat Emet. Et voilà, saute. La Torah, c'est Israël. Il n'y a pas de débat. Alors quoi? Ça veut dire que si je suis en Chutz Laaretz, je peux pas faire la Torah? Je peux faire la Torah, tu fais la Torah comme tu peux. Exactement. C'est-à-dire? La meilleure manière de le faire, c'est ici. Ben évidemment. ובראיון בעיר צריכים לקבל את התוכן הנשוא של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. אוקיי?
La reine, le Rafouk termine avec un pasouk. Baal milchamot, zorea tzedakot, matzmiach yeshuot, borer refuot, nora teilot, adon aniflaot, amechadesh. C'est pas un pasouk, c'est une partie de la tfila, c'est ça. Amechadesh betuvo bechol yom tamid, maaseh bereshit. Or chadash al Tzion taïr, venizeke kulanu mehera leoro. Amen. C'est mieux que ça, on peut pas. Ah, mieux que ça, tu peux pas. C'est pas shoot. Ok? Et donc, on vient de terminer le premier paragraphe de la Milchama. Hein? Les oros, c'est ça les miens. Ah oui. Le dernier mot. Kéké. Veniske kulanu Mehera leoro. c'est la lumière. On parle de Dieu là, on parle pas d'État d'Israël. Non, non, de Dieu. D'accord. Ça? Ouais, il n'y a pas de grands rambim ici, en Israël. Il y a Non. des grands, des Gdoléadors. Nous. Et comment ça se fait qu'on est arrivé à cette situation-là qu'on a en ce moment, qu'on vit en ce moment, avec qu'on a été obligé d'amener des Arabes dans le même chalat d'Israël? Oh, non. Bémet. C'est ça ta question? Ah, c'est une grande question. C'est une grande question. Tu dis comment c'est possible que si on a des Gdoléadors, alors on a été réduit à amener des Arabes dans la Knesset, dans la même chala. C'est ça ta question. Alors d'abord, je pourrais te répondre que... C'est la politique. Non, je pourrais te répondre que pourquoi tu poses la question maintenant. Je te rappelle qu'il y a 2000 ans, on avait des Gdoléadors. Ça ne nous a pas empêché de faire en sorte que les Romains ils détruisent Jérusalem et détruisent le Beth Amikdash. Ça double la question. Non, ça veut dire que c'est pas parce que tu as des Gdoléadors que ça protège les Gdoléadors. Non, mais les Gdoléadors, ils ont le pouvoir de voir loin et de Non. prévenir les choses. Et tu sais ce qui se passe avec les De Gdoléadors qui donner des préviennent? conseils, de donner des trucs. Oui, mais les Gdoléadors, le problème c'est qu'il n'y a pas que des Gdoléadors. Il y a des gens qui n'écoutent pas les Gdoléadors. Non, ça n'existe pas ça? Et si les gens ils n'écoutent pas, peut-être, mais si les Gdoléadors ne disent rien, ils ont Ah, pas ça c'est besoin un vrai d'écouter. problème. Ils Quand ont les pas besoin rabbinim d'écouter. ils se taisent, c'est un problème, effectivement. Maintenant, on a amené des Arabes dans le gouvernement, et c'est pas bien. Et toi, tu penses que ça va nous amener à la fin du monde. Et moi, je pense Non, pas la fin que du monde, mais ça va nous complique obliger, beaucoup les ça va choses. nous obliger peut-être à être un tout petit peu plus rigoureux sur ce qui se passe dans le gouvernement. C'est-à-dire que, en sachant qu'il y a des gens qui veulent pas forcément notre bien à l'intérieur, bah, peut-être que ça va nous obliger à nous reprendre en main. Parce que moi, je trouve que ça fait quelques années, pour ne pas dire une bonne vingtaine d'années, que l'État d'Israël marche à l'automate, marche sur Shaon Shabbat. Puisque ça marche, on touche pas. On touche pas, ça marche bien. C'est-à-dire une petite guerre par-ci, une petite guerre par-là, mais on touche pas, on laisse, yallah. Faut pas trop se poser de questions, le statu quo. Ah, le statu quo, il est pourri. Ça veut rien dire, le statu quo. Ça empêche d'avancer. Mais évidemment que ça empêche d'avancer. Et ça fait 20-30 ans qu'on est en mode, on bouge pas. Et bien peut-être que maintenant on va bouger. Nous. C'est un mal pour un bien. Je dis que tout changement est positif. Ah. Pas forcément sur le moment. Et il peut aussi amener des choses négatives. Mais je dis que tout changement est positif. Parce qu'il nous oblige à avancer. Des fois, on ne veut pas avancer, on stagne. C'est une vraie petite guerre, c'est ce qu'on vient de dire. Et enfin, viens, on compare des choses qui sont comparables. La Première Guerre mondiale, le changement de gouvernement, c'est pas vraiment la même chose. Non, il voulait dire dans l'âme Israël, en Israël. Mais même dans l'âme Israël en Israël, on a vécu des périodes où ça se massacrait dans les rues. Viens, on compare des choses qui sont comparables. Mais comme dirait Mohamed Larbi Slimane, la révolution c'est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Bien sûr. Donc, hein? Écoute, soit on connaît ces classiques, soit on ne connaît pas. Hein. À un moment donné, Rabbi Yaakov dans le texte. Non, ça dépend pas si c'est à 4 roues. Une bicyclette. Bicyclette. Boker Tov. C'est ça. Donc, Kitsour, vous avez compris l'idée. L'idée, elle est très simple. C'est pas exactement le gouvernement qu'on aurait rêvé. Nachon. Nous. Et alors quoi, c'est la fin du monde?
Non, c'est pas la fin du monde, mais pourquoi je pose cette question? Parce que on nous a rempli la tête avec toutes les valeurs du sionisme, et puis... Et on se rend compte On voit que ici, en Israël, à l'endroit où on a demandé, etc., finalement, on arrive à prendre quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose, voilà, c'est très important ce que tu dis, c'est que je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'on ait fait rentrer le parti RAM dans le gouvernement. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne pense pas que c'est bien. Je pense que c'est pas bien. Mais c'est nous qui avons décidé de faire une bêtise. Et moi, je trouve ça grand qu'après 2000 ans d'exil, c'est nous qui sommes responsables de nos bêtises. Et qu'on n'est plus en train de pleurer que les goïms nous ont fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, on ne peut pas pleurer. Ce n'est pas les goïms qui nous ont fait, c'est nous qui faisons à nous-mêmes. Donc peut-être qu'il serait bien qu'on fasse des choses bien aussi. Mais c'est extraordinaire que ce soit nous qui puissions être maîtres de notre destinée. On ne se suffit pas d'avoir des ennemis plus ou moins dévoilés dans le monde, de plus en plus qui enlèvent leur masque avec BDS et etc. Tous les trucs qu'on connaît maintenant. Et comme toi. Dans tous les gouvernements. Pardon? Et comme toi. Tu enlèves ton masque. Oui, j'ai baissé le masque. Mais comme tout ça, on le voit de plus en plus. Maintenant, dans notre peuple, on se paye le luxe d'avoir des juifs qui demandent à ce qu'on fasse, par exemple, des procès à la haie de Il a fait. Israéliens. C'est très très important ce que tu viens de dire. Je pense que tu as. Je pense que le terme que tu as utilisé en français est pour le coup extrêmement judicieux parce qu'il montre exactement la vérité des choses. On se paye le luxe. Ça veut dire qu'on peut se le permettre. Ça veut dire qu'il y a un texte comme ça du Rav Kook qui explique pendant dans son discours de l'ouverture de l'université Betzalel. L'université Betzalel, le Oumanuyot. Okay? Lorsqu'il y a l'inauguration de Betzalel, il y a plein de gens en Israël qui sont contre l'ouverture de l'université Betzalel des Beaux-Arts. Pourquoi ils sont contre? Parce qu'il va y avoir des femmes nues. Non, ma pitom, ça y est, on est déjà bien chilonisé à ce moment-là. Non, Boris Schatz qui va ouvrir l'université Betzalel, il a quitté le Beth Midrash. Mais non, parce que les gens ils disent, mais oh, on n'a pas fini d'assécher les marécages. Tu vas commencer à me faire de l'art, mais il y a d'autres choses à faire. Et le Rav Kook, il explique que si quelqu'un, il est dans le coma, et qu'il ouvre les yeux et il demande de l'eau, on est content qu'il ait ouvert les yeux, mais on est encore quand même extrêmement avec des précautions. Parce qu'on est très prudent, parce qu'il a demandé de l'eau. Peut-être qu'il est en train de mourir. Il sent qu'il est très très asséché. Mais s'il se réveille et il demande une poupée, c'est pas nécessaire pour la survie. Donc si tu en es à demander ta poupée, c'est que ta survie est assurée. Donc si on en est dans le peuple juif à se dire qu'il faut créer maintenant une université de l'art, c'est que la survie du peuple juif est assurée. Et donc maintenant on peut s'occuper d'autres choses. Alors est-ce qu'il faut comment s'en occuper? Bien fait, mal fait, tout ça, ce que tu veux. Mais si on commence à demander l'art, c'est que l'eau, c'est déjà fait. Pour l'art, mais là c'est d'aller avec nos ennemis. Donc toi tu t'es dit on se paye le luxe de disputer entre nous, de même faire rentrer nos ennemis, d'achon. Ça montre que l'époque n'est plus celle de Ben Gurion. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'à l'époque de Ben Gurion, on se bat pour notre survie. Et donc il n'est même pas envisageable de faire rentrer des ennemis avec nous. C'est-à-dire Zéakol. Tu te rappelles certainement de l'histoire de Machenikra Parashat Kibiye. Hein? Excuse-moi, mais est-ce qu'il faut faire rentrer ces éléments de Torah? Bien sûr. C'est pas ça qui va faire rentrer le Torah, si. De quoi? On n'entend pas, on n'entend pas Jonathan. Ah, est-ce que le fait de faire rentrer Ram au gouvernement va faire rentrer plus de Torah en Israël? Parce que notre réalité, c'est ça, c'est faire rentrer davantage de Torah. C'est évident. Est-ce que le fait de faire rentrer Ram va faire rentrer plus de Torah? A priori, je ne vois pas comment, mais pourquoi pas? Peut-être que justement, ça va créer un réveil, un sursaut, justement, anti. Et peut-être que justement, les gens vont se rattacher à la Torah. Peut-être l'Erteda. Peut-être que ce monsieur va faire tchouva. Et que monsieur Abbas. Et qu'il va devenir un représentant des goïms en Eretz Israël. L'Erteda.
Et peut-être que l'influence d'un homme qui met les tefilines tous les jours et qui est le chef de l'État d'Israël, chose qui n'est pas arrivée depuis 2000 ans, peut-être que ça va aussi avoir une influence bénéfique si on le laisse travailler 2 secondes avant de l'accuser, avant qu'il ait fait quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il faut, Et attention, hein, je suis toujours pas pour le gouvernement qui l'a formé. ça veut dire qu'il faut qu'on accepte les choses quand elles viennent avec une émotion profonde. Et Il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à la limite, faudrait même pas lutter contre. Ça s'est produit, donc on peut avoir une perspective d'émouna avec ça. Exactement. C'est-à-dire que tu as lutté avant que ça se passe, parce que tu pensais que ce n'était pas la bonne chose. Finalement, c'est là. Est-ce que maintenant, pendant les 4 prochaines années, je vais faire des manifestations tous les samedis soirs devant la résidence du Premier ministre? Pas du tout. Il a interdit. Non mais, l'homme chané, pas du tout. Ça y est, il a été élu, il est là, il a fait son gouvernement, c'est le système démocratique en Israël. On s'est battu contre, on pensait que c'était pas bien, machin. Maintenant, c'est où? Où a Meler Shelanu? Bon, pas vraiment Meler, mais c'est lui le dirigeant du peuple juif aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire bien? Est-ce qu'il va faire pas bien? On verra bien. Ça a l'air? On verra bien. Hein? Vous avez accepté, autrement c'est l'anarchie. Exact, mais Chutz misé que Dina de Malchuta Dina. Halachiquement parlant, tu l'acceptes, c'est tout, point. Et halachiquement parlant, je souhaite bonne chance à mon ami Yom Tov d'être rentré à la Knesset. Même si, encore une fois, je pense que c'est pas bien ce qui s'est passé en termes de politique. Je pense qu'il faut changer le système d'élection en Israël. Maintenant que c'est le cas, eh bien, Béhémet, du fond du cœur, Yom Tov est quelqu'un non seulement d'honnête, d'intègre, et c'est un Talmid Chacham, et c'est un Ben Adam Mirat Shamaim Amitit. Je lui souhaite Béhémet bonne chance, et je pense qu'il va faire un très bon travail, non seulement pour les francophones, mais pour le peuple juif. Hein? Pourquoi tu peux parler maintenant? Ah, parce qu'il a prêté serment hier. Quel rapport avec Abbas? Pas de rapport. Non, aucun rapport. Yom Tov, il fait partie du parti de Yamina, C'était et le- par la loi norvégienne, eh bien, il a pu rentrer à la Knesset, et c'est ce gouvernement-là. S'il n'avait pas fait rentrer à Havas, il n'aurait pas pu faire ce gouvernement. Je dis, les choses ont été faites. Yom Tov qui vient d'arriver. Voilà, j'ai dit les choses ont été faites. C'est pas ce que moi j'aurais voulu. Besséder, je suis pas content que la voix que j'ai donnée à Naftali Bennett, il en ait fait ce qu'il en a fait. Mais d'un autre côté, maintenant que c'est là, eh bien, j'ai envie d'avoir ce regard optimiste sur la suite et de ne pas juger les gens pour des choses qu'ils n'ont pas encore faites. Donc je suis pas content de la façon dont ça a été fait, mais maintenant que c'est là, je suis pas sûr que ça soit forcément la pire chose qui soit. On verra. Et si j'ai tort et que c'est terrible, eh ben on saura manifester. Kol Besséder. Ok? Tav, Hazak ou Baruch. J'ai bien fait pour T'as vu? Soirée souvenir d'Herzl, ce mardi C'est un 22